Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News pour ce deuxième numéro. De Face à Zeribi, nous avons le plaisir de retrouver notre éditorialiste Karim Zeribi qui, comme à son habitude, donc décryptera, analysera et confrontera l'actualité de la semaine. Tout ça avec beaucoup de rigueur et d'exigence. Karim Zeribi, bonsoir et merci d'être ici. Très heureux d'être avec vous encore une fois ce soir. Merci. Nous avons également, ou j'ai également le plaisir de pouvoir compter et partager ce plateau avec mon collègue Riyad Belkhadi. Bonsoir Riyad. Il est pour moi le plaisir. Bonsoir Samira. Bonsoir Karim Zeribi. Bonsoir Riyad. Nous allons, comme chaque semaine, avec vous, revenir sur trois thématiques marquantes, soit qui ont fait l'actualité, soit qui font régulièrement, de façon récurrente, l'actualité. Ce soir, nous avons choisi trois thématiques principales. Trois thématiques, trois sujets majeurs, Riyad, c'est tout à fait ça. Donc, pour le premier sujet, nous allons parler de l'immigration en France, qui est un éternel prétendu problème. Et nous passerons ensuite à un autre sujet. Au deuxième sujet, la deuxième thématique, qui est une nouvelle forme de diplomatie, sous forme d'ingérence parfois dans des décisions politiques ou judiciaires d'une nation et l'ingérence par une autre nation. Très bien, nous parlerons également de la conférence internationale criminalisant le colonialisme qui s'est tenue à Alger au cours de cette semaine, Riyad. Et d'ailleurs, on aimerait entendre Karim Zeribi là-dessus tout à l'heure. Et pour finir, le fait marquant. Le fait marquant, cette semaine, on a choisi la Banque extérieure d'Algérie, la BEA, qui s'installe en France, qui va offrir de nouveaux services bancaires à notre communauté basée en France. Très bien. Donc, commençons ce numéro par l'immigration, Karim Zeribi, qui est, ces dernières années, qui est systématiquement traité et présenté comme un problème majeur en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je vous remercie pour ce très beau programme, et une nouvelle fois ce soir, qui va nous permettre d'aborder des thématiques sur le fond, des thématiques majeures. Et vous entamez notre émission avec la question de l'immigration, qui est un sujet récurrent en France, comme vous l'avez dit dans votre présentation, mais qui est toujours abordé de manière négative, qui n'est jamais abordé de manière équilibrée, avec discernement, nuance et de manière positive en France. Pourquoi ? Il faut qu'on se pose la question, et on va commencer par là. D'abord parce que je pense qu'il y a des marronniers dans les débats politico-médiatiques. Vous qui êtes journaliste, vous connaissez cette expression, mais nos téléspectateurs doivent savoir qu'un marronnier, c'est un sujet qui revient en permanence pour faire diversion, pour créer de la polémique, pour ne pas aborder les vrais sujets de fond, structurants, parce que les politiques, parfois, n'ont pas de réponse. N'ayant pas de réponse, ils prennent des sujets qui reviennent toujours, encore, en permanence, et qui créent effectivement des fractures dans les sociétés. En France, c'est le voile, par exemple. Lorsqu'on parle de l'islam, ce sont les immigrés. Donc, lorsqu'on parle de crise économique et sociale, parce qu'il nous faut trouver des boucs émissaires quand il n'y a pas de réponse politique. Sur cette question de l'immigration, elle est pleine de confusion en France. Parce qu'on mélange trois sujets. L'immigration régulière, qui est une immigration dont on va évoquer, je dirais, la composante et l'impact en France. L'immigration irrégulière, qui est un deuxième sujet, qui n'a rien à voir avec le premier. Et les Français issus de l'immigration, qui est un troisième sujet. Donc, et il y a cette confusion en permanence, donc dans les débats politico-médiatiques, entre un immigrant en situation régulière, un clandestin, on va le dire comme ça, et un Français d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne. Et on oscille sur des sujets, je dirais, d'anxiété. Le chômage, l'insécurité, les questions d'identité, de bataille culturelle, en mettant en avant toujours cette triple dimension pour expliquer que finalement, le problème de la société française, ce serait l'immigration, avec un grand I, en mélangeant et en additionnant ces trois sujets fondamentalement différents et qui méritent et qui demandent des réponses fondamentalement différentes. Donc, on n'a pas de débat de fond, pas de débat sérieux, pas de débat, je dirais, structuré, mais on est plein de poncifs, de punchlines, de sous-entendus qui créent, je dirais, cette confusion, une fracture dans la société française. Une fracture et qui aggrave les problèmes au lieu de les résoudre. Ce soir, nous allons parler d'immigration. J'attends vos questions sur l'immigration. Et une fois que nous aurons parlé d'immigration, s'il le faut, nous parlerons lors d'une autre émission des Français issus de l'immigration, mais qui est un autre sujet. Donc restons sur le sujet de l'immigration ce soir. Voici ma première question sur l'immigration. En France, on retrouve un discours redondant, une rhétorique qui se veut effrayante pour la population française, et je mets de gros guillemets à française, puisque certains
n'ont pas peur de parler maintenant d'immigrés et de Français de souche. On discutera après de ce que veut dire réellement le Français de souche. De manière récurrente, un lien entre immigration et insécurité. On le veut à chaque fois, quand il y a un fait divers, par exemple, même s'il n'y a pas un nom émis, tout de suite, on pense aux Maghrébins. Est-ce que cela reflète réellement la réalité? Vous savez, je vais vous dire, la question de la délinquance en France, elle existe comme dans tous les pays au monde. Il faut la traiter sans distinction d'origine. Je pense que là est le problème. Si on commence à aller regarder l'origine, l'identité du délinquant, on ne lutte pas contre la délinquance. On fait la chasse à une composante de la société, en l'occurrence là, l'étranger. Oui, il y a des étrangers délinquants en France, comme il y a des Français délinquants. Comme il y a partout dans le monde une délinquance dans une société où les choses ne sont pas totalement harmonieuses. Des gens qui souffrent, qui sont en crise sociale, qui donc n'ont pas de perspective d'avenir et qui versent dans des comportements délictueux, d'infraction et qui commettent parfois l'irréparable. C'est, je dirais, l'humanité qui est frappée par cette réalité-là, pas la France en particulier avec les immigrés. Donc, vouloir prétendre lutter contre la délinquance en évoquant sans cesse, toujours et encore, la question de l'insécurité en liant à l'immigration, c'est non seulement un non-sens, mais c'est d'une malhonnêteté intellectuelle qui relève de l'escroquerie. Lorsqu'il n'y aura pas d'immigrés, lorsqu'il n'y aura plus d'immigrés en France, vous pensez qu'il n'y aura plus de délinquance? Ça n'est pas sérieux. Lorsqu'on regarde les chiffres de la délinquance, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a des faits élucidés et des faits non élucidés. 94% des faits en France ne sont pas élucidés. Donc, sur 6% des faits élucidés, on tire des statistiques. Et on tire des enseignements statistiques sur 6% de faits élucidés. Et sur ces 6%, il y a des étrangers. Personne ne le nie. Mais lorsqu'un délinquant étranger commet un acte délictueux, une agression, une infraction, vous pensez qu'il n'y a que le Français, je dirais, installé en France depuis 10 générations, qui subit la délinquance? Et l'étranger en situation régulière l'a subi aussi. Parce que dans les étrangers en France, il y a des gens fondamentalement honnêtes. L'immense majorité des étrangers français, et c'est de ça dont je veux que nous parlions ce soir, sont utiles à la France, permettent à la France de rayonner. Sans eux, l'économie française ne fonctionnerait pas. C'est cette catégorie de Français qui est le plus stigmatisée, la plus victime de cette stigmatisation de l'immigration? Oui, je parle de cette communauté immigrée. Je pense que l'immigration en France est une immigration majoritairement d'Afrique, Maghreb et Afrique subsaharienne. Et il y a donc dans cette immigration-là une triple, je dirais, attaque. Une attaque sur la question économique et sociale. Les Français au chômage pensent que les immigrés mangent le pain des Français. Vous savez, cette expression vieille, ancienne, qui est totalement injuste là aussi. Et je veux qu'on revienne sur les chiffres, sur l'économie très rapidement. La deuxième attaque, c'est la religion. Majoritairement, ces immigrés issus du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, sont musulmans. Et donc, quand on en parlait la semaine dernière. Expliquer qu'ils posent un problème, on fait état d'islamophobie. Donc, on les touche et on les vise donc directement. Et la troisième approche, effectivement, c'est une approche démographique. C'est une approche démographique parce que nous sommes dans un pays et sur un continent, l'Europe, vieillissant. Vieillissant. Donc, les Français ne font plus d'enfants. 1,6 enfants il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on est à 1,2. Les taux de natalité s'effondrent. Quand vous avez une famille immigrée qui fait 2,8 enfants pour l'Afrique subsaharienne et 2,6 enfants pour une famille issue du Maghreb. Donc on a, sur le plan de la natalité, donc une forte, je dirais, distorsion entre les Français européens qui font plus d'enfants et les immigrés ou les Français d'origine maghrébine ou africaine qui font des enfants. Parce que la famille est encore importante dans l'esprit de ces Français-là ou de ces immigrés-là. Et donc, là aussi, c'est un sujet qui est tabou en France, la démographie. Donc, une génération qui s'efface et une autre génération qui arrive. Et cette génération, ils considèrent qu'elle n'est pas assez française, elle n'est pas assez blanche, disons-le. Et effectivement, elle peut, selon effectivement la droite extrême et l'extrême droite, représenter un risque culturel de disparition d'une France qui est fantasmée. Il y a un mot qui est devenu à la mode. Je vous laisse continuer. Et peut-être que vous donnez raison à
à certains politiques d'extrême droite, issus eux-mêmes de l'immigration, certains viennent même d'Algérie, qui parlent de grands remplacements. Est-ce qu'il y a un risque de grand remplacement? C'est quoi le grand remplacement? Au-delà d'un terme qui est là pour créer, encore une fois, la polémique et créer des tensions. Le grand remplacement, c'est une population qui remplace une autre. Mais c'est l'histoire de l'humanité, ça. Je veux dire. Donc, bien sûr que démographiquement, il y a une génération qui va partir. Ma génération partira, votre génération partira, et la génération de nos enfants, de nos petits-enfants prendront la place. Et pourquoi la France devrait craindre des générations qui arrivent? Donc, parce qu'elle s'appelle Karim, Farida, Mamadou, mais ce sont des Français à part entière, donc, qui serviront la France, qui travailleront pour l'économie française, qui en sport aujourd'hui font rayonner la France. Sans eux, la France ne serait pas championne dans de multiples disciplines sportives. Sans eux, la France ne rayonnerait pas sur le plan culturel, cinéma, musique. Ce sont déjà des gens qu'on peut considérer comme ayant remplacé une génération qui ne leur ressemble pas en apparence. Mais sur le fond, pourquoi créer cette bataille culturelle? Cette bataille culturelle qui, là encore une fois, est faite pour monter les Français les uns contre les autres. Oui, il y aura des Français, et peut-être plus qu'il y en a aujourd'hui, de confession musulmane à l'avenir. Mais c'est pas pour cela que la France ne sera plus la France. La France restera un pays attractif, intéressant, fort culturellement, avec son patrimoine architectural. Et ces Français-là, dans l'histoire de France, mettront en avant les pages lumineuses et condamneront les pages ignobles. La France accueille 250 000 immigrés en situation régulière chaque année. 250 000. Si la France cessait de les accueillir, l'économie française s'arrêterait. Et je veux que nous parlions... Vous êtes sûr de ce que vous dites? L'économie s'arrête? Alors, je vais vous dire, je suis non seulement sûr, mais les chiffres le démontrent. C'est pas une conviction de Karim Zeribi. Quand vous avez, dans l'hôtellerie, la restauration, prenons que ce domaine-là, 25% des cuisiniers qui sont étrangers dans les cuisines françaises, 50% en région Île-de-France, qui est la plus grande région d'Europe. Ça veut dire sans ces étrangers, il n'y a plus de restaurants. Quand vous avez 25% de médecins, 25% de médecins qui sont étrangers, sous-payés. Sans ces médecins, donc il n'y a plus d'hôpital public en France. La santé s'effondre. Quand vous avez 51% des taxis, 15% des artisans, des commerçants, 42% des chercheurs, doctorats, qui sont étrangers, 15% qui sont des ingénieurs, 49% qui sont des agents de sécurité. Agents de sécurité, nous parlions de sécurité. Des étrangers porteurs de sécurité. Donc, de vivre ensemble, de paix sociale et civique. Quand vous avez 40% des femmes de ménage, des personnels qui font les travaux les plus difficiles, qui sont étrangers, vous voulez me dire à moi que l'immigration est un fardeau pour la France? Mais sans l'immigration, il n'y a plus d'économie française. Sans l'immigration, la France ne serait pas ce qu'elle est. Et quand on parle, et Riyad est un journaliste avisé aussi sur les questions sportives, donc il sait de quoi je parle. Ne m'emmenez pas sur ce terrain. La France, championne du monde de football, elle l'est grâce à qui? La France qui rayonne dans le monde. Raymond Coppa, immigration polonaise. Michel Platini, immigration italienne. Zinedine Zidane, immigration algérienne. Mbappé, immigration camerounaise et algérienne. Mais excusez-moi. Vous voulez arrêter l'immigration? Vous ne serez plus champion de rien. Vous voulez arrêter l'immigration? Vous n'avez plus d'économie. Vous voulez arrêter l'immigration? Vous ne rayonnerez plus sur le plan culturel. Ça ne veut pas dire que les Français d'antan n'étaient pas bons, n'ont pas fait briller la France. Oui, ils ont fait briller la France. Oui, il y a des voix françaises, européennes qui ont fait briller la France. Aujourd'hui, ces voix sont issues de la diversité, sont issues du multiculturalisme, sont dans une approche effectivement plus ouverte sur le monde. Parce que c'est leur histoire, l'histoire de leurs parents, l'histoire de leur culture, l'histoire de leur famille. Et ça, on ne peut pas le nier. Si on nie ça, on nie la France, en réalité. Donc ceux qui vous disent « je me bats pour que la France reste la France », non, si vous voulez que la France reste la France, il faudra la faire avec tous ses enfants. Et parmi ces enfants, il y a des enfants issus de l'immigration qui sont français, mais qui doivent et qui peuvent être fiers de leurs origines. Moi, je le dis, si vous n'êtes pas fiers de vos origines, il vous manque quelque chose dans la vie. Cette extrême droite, Karim Zeribi, qui stigmatise souvent l'étranger et l'immigration, elle parle souvent de cette France qui appartient aux Français, un Français de souche. Est-ce que ça existe toujours?
Vous savez, un Français sur 4 a un descendant étranger. Je veux dire, un Français sur 4 a un ancêtre, un parent étranger. Un Français sur 4. Comment vous voulez parler effectivement d'une France homogène où tout un chacun aurait la même histoire, le même cheminement? Certains ont fui le fascisme. Ils étaient italiens. Ils sont partis. Ou le franquisme. Ils sont venus en France. Les Espagnols ont fui le franquisme. Donc, je veux dire, chacun a son histoire dans la composition de la société française aujourd'hui. Tout le monde a quasiment un descendant qui vient d'ailleurs. Et c'est ça la force de la France en réalité. Certains veulent affaiblir la France donc, en ethnicisant la communauté nationale française. La conception de la nation française n'est pas ethnique, elle n'est pas religieuse. On ne définit pas un Français par son origine ou par son religion. C'est contraire à l'idéal républicain. Ceux qui veulent nous emmener sur ce terrain-là portent l'idée d'une autre France. D'une France qui n'existe pas, qui tournerait le dos à ses valeurs universalistes, je dirais à ses fondamentaux les plus élémentaires. Donc finalement, qui sont les vrais représentants de la France? Qui sont les vrais porteurs de cet idéal français universaliste, ouvert sur le monde? Ce sont les enfants issus de l'immigration en réalité, qui ne sont pas dans la schizophrénie. Ils sont français, mais ils sont effectivement fiers de leurs origines. C'est ça être français en réalité. C'est pas s'enfermer. C'est pas défendre une nation étriquée, rabougrie, rétrécie. La preuve en est. Depuis que ces gens-là gagnent du terrain sur le plan politique, la France, je dirais, perd des points à tous les niveaux, sur le plan économique, donc sur le plan social, sur le plan géopolitique. Elle ne rayonne plus comme elle rayonnait. Donc, ces gens-là nous mènent vers une impasse. Le drame, c'est que sur le plan politique, en France, il n'y a pas d'alternative à ces gens-là, aujourd'hui, d'alternative crédible. On voit plus les forces politiques les suivre que les combattre. Or, je pense qu'il y a un vrai combat, une bataille culturelle à mener. Une bataille culturelle qui doit reconnaître ce que les vagues d'immigration ont apporté à la France. Vous savez, quand vous prenez le métro en France à 5 heures du matin, vous voyez beaucoup de gens de couleur, beaucoup de gens métissés, beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Qui vont au travail. Qui vont au travail à 5 heures du matin. Faire les métiers les plus difficiles, les plus laborieux, les métiers que les Français dits de souche. Ce terme est horrible, parce que je pense effectivement que Français de souche, ça n'existe pas. On est Français ou on ne l'est pas. C'est une segmentation qui est faite pour diviser. Alors on sent que cette thématique vous tient à cœur, ça vous prend aux tripes, on le sent. Vous êtes issu de cette immigration positive, je dois le dire. Alors, cette France et ces politiques français qui, pour des buts électoralistes très certainement, et là je ne dis pas que la population française est raciste, pas du tout, mais on utilise l'épouvantail de la peur. On fait peur aux Français pour qu'ils exercent un vote plutôt de défiance, de peur, parfois qui se transforme en haine, malheureusement on le voit depuis quelques années, alors qu'il y a d'autres pays, on pense à notre communauté algérienne en France notamment, il y a des pays qui font de l'immigration une politique. Je pense au Canada, je pense à l'Australie, à un degré moindre les États-Unis, où on a un autre discours face à l'immigrant qui devient une partie prenante de la société. On voit des hommes politiques au Canada, le nouveau maire de New York, par exemple, ou le maire de Londres, qui font partie des décideurs de leur pays parce qu'ils embrassent cette société et cette société les accueille. En France, on a l'impression que ça prend pas ce chemin-là. Non, ça prend pas ce chemin-là parce que nous avons des femmes et des hommes politiques qui briguent un pouvoir immédiat sans se projeter. Ils ne pensent pas à la France dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans. Or, si vous pensez ce pays à l'aune d'une génération, vous devez dire la vérité aux Français. Et que se barricader, c'est la disparition de la France. Se barricader, c'est la disparition de l'Europe. Vous savez, nous le répéterons inlassablement dans cette émission, la question démographique est une question cruciale dans le monde dans lequel nous vivons. Nous avons aujourd'hui 450 millions d'habitants sur le sol européen. Il y en aura 430 millions, 420, 430 millions dans 25 ans. Nous avons 1,5 milliard d'habitants sur le continent africain. Nous en aurons 2,5 milliards dans 25 ans. Vous avez un continent qui est en progression constante sur le plan de la démographie, de la natalité, c'est le continent africain. Et vous avez un continent qui perd
je dirais, des habitants, qui perd, je dirais, des forces, il faut le dire, productives, des forces, je dirais, intellectuelles, qui est le continent européen. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez la disparition du continent européen ou vous travaillez intelligemment sur la gestion des flux migratoires? Et vous accueillez des populations qui peuvent effectivement apporter une forme de régénération, d'oxygénation d'un continent qui est vieillissant et qui, si on ne le fait pas, va disparaître. Je veux dire, aujourd'hui, les forces productives, elles sont dans l'immigration. C'est l'immigration qui représente les forces productives dans les usines, dans les métiers de service, dans les métiers, je dirais, intellectuels. Je parlais d'ingénieurs. Quand je vous ai expliqué qu'il y avait 15% d'ingénieurs, 42% de chercheurs, doctorants, c'est énorme. Je veux dire, donc, dans tous les secteurs d'activité, si demain vous n'avez plus d'immigration, c'est pas bon que pour la France. Ce que je dis est bon pour l'Europe. Donc, l'Europe s'effondre. Donc, il faut trouver cette forme d'équilibre, ce pacte intelligent entre une gestion des flux migratoires, mais qui ne barre pas la route, qui ne diabolise pas l'immigration. Et nous aurons à l'avenir, vous avez parlé de Mamdani à New York, nous aurons des femmes et des hommes qui rejoindront les élites politiques et qui seront issus de ces immigrations dont on parle et qui sont diabolisées. Et une fois que nous aurons cette génération qui montera et qui pourra briguer le pouvoir suprême, donc dans les pays européens et en France en particulier, le discours changera. Parce qu'il y aura un sursaut, il y aura un réveil. Vous savez, moi, si demain je revenais en politique, ce qui n'est pas d'actualité, je le dis à ceux qui pourraient s'en inquiéter, et je suis sûr que de cette idée-là, nous tirerions une force et une puissance qui nous permettrait non seulement de maintenir la France à un niveau qui est le niveau d'une puissance mondiale, mais plus encore, qui nous permettrait d'entretenir les meilleures relations avec les pays d'origine de ces diasporas africaines. Chose aujourd'hui qui n'est pas le cas. Parce que la France, non seulement ne respecte pas ces immigrés comme elle devrait le faire, elle ne les reconnaît pas comme elle devrait le faire, mais elle ne reconnaît pas non plus ces diasporas africaines. Ces Français-là, elle ne les reconnaît pas. Elle ne leur accorde pas la place qu'ils devraient avoir. Et comme elle ne leur accorde pas la place qu'ils devraient avoir, elle ne respecte pas, par la même occasion, leur pays d'origine. Et donc elle se retrouve, je dirais, isolée, dans une situation, j'ai envie de dire, qui ne peut pas être une situation de... Respecter les peuples dont ils viennent, c'est presque la thématique du deuxième sujet. Et on parlera de la communauté, notamment franco-algérienne, en France ou ailleurs, qui pourrait jouer un autre rôle, un rôle politique. Est-ce que c'est possible à l'avenir? On va en parler dans nos prochaines émissions. On a pris beaucoup de temps, première partie, pour cette thématique, l'immigration. Je terminerai sur une phrase. L'immigration n'est pas un fardeau, n'est pas un problème. L'immigration est un atout et est une chance pour la France. N'en déplaise à certains. Voilà, c'est le mot de la première partie. On revient après ça. Bienvenue dans cette deuxième partie de Face à Zeribi. Donc, Riyad, je crois que nous allons passer à la deuxième thématique de cette émission. Nous allons parler de cette ingérence où Karim Zeribi, certains pays utilisent aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler une véritable diplomatie d'ingérence en intervenant directement dans les affaires d'autres pays par la pression politique, même parfois médiatique. Selon vous, quelles conséquences ce type politique a sur les relations entre États et sur le respect de la souveraineté ? Vous avez raison de le souligner, je pense que c'est important que nous l'abordions ce soir donc dans notre émission. L'ingérence devient un fait trop courant aujourd'hui dans les relations entre États. C'est quoi l'ingérence? C'est le fait qu'une nation décide de faire intrusion dans les affaires d'une autre nation, avec arrogance souvent, et cette intrusion, elle est donneuse de leçons. Elle prétend détenir la vérité. Donc, et sans en avoir souvent, je dirais, les éléments des sujets qui concernent cette ingérence. Et on a une ingérence qui peut être politique, qui peut être économique, qui peut être militaire, qui peut être communicationnelle. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a énormément d'ingérence par les supports de communication digitaux pour créer parfois le trouble et la déstabilisation dans une nation. Donc, par une autre nation. Donc ça devient un phénomène trop courant. Et puis, il y a des ingérences, et on pourrait s'appuyer sur les ingérences récentes de la France à l'égard de l'Algérie. Donc je n'ai pas de tabou à aborder cette question, les ingérences sur le plan des décisions qui sont prises en Algérie, sur certains sujets, et notamment des décisions judiciaires. On a vu sur certains dossiers qui concernent des ressortissants français,
pris à défaut par la justice algérienne. L'Algérie est un pays souverain indépendant qui a un droit, qui a une constitution, qui a des règles. Et qui a une justice indépendante. Qui a une justice indépendante, vous faites bien de le préciser. Et lorsque ces règles sont outrepassées, comme tout citoyen, algérien ou étranger, vous passez par les fourches codines de la justice. Ce qui est normal dans tout pays, je dirais, organisé, digne de ce nom, sur le plan institutionnel. Lorsque un Français est pris à défaut sur le sol algérien, on a, je dirais, le sentiment que la France, coûte que coûte, intervient pour porter un jugement sur l'Algérie et sa justice. J'ai envie de dire, de quel droit cette ingérence ? Est-ce que l'Algérie fait ingérence dans les affaires en France qui concernent les Algériens ? Jamais, de mon point de vue. En tout cas, je ne vois pas, matin, midi et soir, des débats en Algérie sur des sujets, des dossiers qui concerneraient donc des Algériens installés en France. Donc, je crois que cette ingérence-là a la vocation aussi à créer du conflit et de la polémique. Je veux dire, ceux qui en font état sont ceux qui ne veulent pas entretenir de bonnes relations avec la nation avec laquelle ils font ingérence. Et en France, on le voit. Il y a aujourd'hui, je dirais, une sphère un peu politico-médiatique qui ne souhaite pas avoir de bonnes relations avec l'Algérie. Et donc, il y a une ingérence toujours et encore permanente sur tous les sujets qui concernent l'Algérie. D'ailleurs, ces gens-là n'évoquent pas le terme État algérien, vont évoquer le terme régime algérien. Je veux dire, de manière assez péjorative, comme si on disait régime français. Donc, si on disait régime français, ils s'insurgeraient. Certains versent rapidement dans des raccourcis qui sont inacceptables et grotesques. Donc cette ingérence-là, elle existe trop souvent et je trouve que ces derniers mois, entre la France et l'Algérie, certains ont usé de cette ingérence du côté français de manière malsaine. Et je vous le dis, j'aurais souhaité voir Emmanuel Macron siffler un peu la fin de la récréation à ce niveau-là, en disant, bon, vous arrêtez. Il a tardé ? L'Algérie, il a tardé. Il a tardé, et je trouve que ça ne permet pas de réamorcer, de réchauffer les relations entre la France et l'Algérie comme on devrait le faire. Parce que ce ne sont pas les voix, je dirais, de la raison qui s'expriment, c'est les voix de l'ingérence et de l'arrogance. Ingérence égale arrogance. Et l'Algérie ne fait jamais état d'ingérence. Ça fait partie de ses principes forts sur le plan diplomatique. On ne se mêle pas des affaires des autres, mais ne vous mêlez pas de nos affaires. Et si vous voulez parler, même si vous ne l'avez pas cité, de ce journaliste français Christophe Glaise, par exemple, qui a été sanctionné par la justice algérienne, il a été sanctionné par la justice algérienne. Donc, de deux choses l'une. Vous voulez la libération de Christophe Glaise ? Nous voulons la libération de Christophe Glaise. Si nous le souhaitons, ça doit se faire par des voies de la diplomatie, mais une diplomatie de respect. Et une diplomatie, en général, dans la diplomatie, donc on a des échanges. Donc, de réciprocité. On ne sollicite pas en permanence sans donner quelque chose. Des actes d'un pays sans, je dirais, en mettant en œuvre aussi soi-même. Donc il y a des sujets certainement qui concernent l'Algérie en France. Est-ce que la France, par des voies diplomatiques discrètes, mais respectueuses, est capable de dire à l'Algérie « il faut nous entendre ». Vous avez des ressortissants, nous avons des ressortissants. Donc nous devons trouver un terrain d'entente, dans votre intérêt, dans notre intérêt, dans l'intérêt de nos deux peuples. Ce n'est pas ce qu'on fait en France. En France, on demande la libération. On exige même. Là. On exige la libération d'un citoyen français, et on a raison de le faire, et je peux le comprendre. Mais on ne le fait pas comme c'est mis en œuvre aujourd'hui. On ne le fait pas par une ingérence arrogante. On le fait par une diplomatie respectueuse. Et quand on le fait par une diplomatie respectueuse, on est prêt à mettre en place une contrepartie. Parce que c'est ça la diplomatie. C'est aussi le pacte et l'approche gagnant-gagnant, d'égal à égal. Or, certains en France ont une fâcheuse habitude à penser, dans leur sortie médiatique, politique, que l'Algérie n'est pas un pays libre, indépendant et souverain, avec une justice indépendante. Arrêtez, respectez donc l'Algérie. Si vous ne la respectez pas, vous n'obtiendrez rien d'elle.
Dernière c'est question, normal. il reste 1 minute dans cette thématique, je suis obligé de vous couper. Vous savez, je pense à des diplomates algériens sur le sol français donc, qu'on a mis en difficulté de manière quand même très ambiguë. Hein, permettez-moi de vous le dire. Parce que moi, je lis la presse. Sans respecter donc, je parfois les règles diplomatiques. Et là, on pourrait se demander si la justice française, elle n'est pas là pour instrumentaliser la relation France-Algérie ou si elle est là pour régler une affaire. Donc, on pourrait la critiquer, comme certains critiquent la justice algérienne. Donc, si on ne veut pas critiquer la justice algérienne et la justice française, on se met autour d'une table et on trouve un terrain d'entente. En 1 minute, ça, la diplomatie. rapidement, comment vous interprétez, vous expliquez cet acharnement à faire ce genre de pression à un État totalement souverain? Comment vous l'interprétez? Certains, encore une fois, ne généralisons pas, ne faisons pas ce qu'ils font. Nous, on n'essentialisera jamais les Français, quels qu'ils soient. Il y a effectivement une frange de la classe politico-médiatique qui, en permanence, de manière obsessionnelle, donc, cherche la brouille avec l'Algérie. Donc, les OQTF, une fois les OQTF, c'est réglé. Boualem Sansal est réglé. Christophe Glaise, Après, on trouvera autre chose. Lorsque l'affaire Christophe Glaise sera réglée, on ira chercher autre chose. Donc, certains sont dans cette obsession permanente. Comment faire en sorte que ces voix-là soient étouffées? Il faut qu'au-dessus de ces gens-là, il y ait des responsables politiques français qui sont aux responsabilités de le pays aujourd'hui. Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux. Donc, à un moment donné, prennent attache avec les Algériens, comme il se doit, entre nations souveraines, indépendantes, donc en diplomatie, et se mettre autour d'une table. Voilà. Nous avons un souci. Nous aussi, nous avons un souci. Comment nous réglons nos soucis réciproques? Et sur chaque sujet, il faut apporter une réponse et possiblement, je le crois, donc un terrain d'entente. Ce n'est pas ce que fait la France aujourd'hui avec l'Algérie. Et je le dis, je le répète à mes amis français, vous n'obtiendrez rien de l'Algérie en agissant de la sorte. Et c'est normal. L'Algérie a une histoire, a des institutions. Donc, et il faut respecter ce pays, son histoire, ses institutions, ses dirigeants, sa justice. Et si vous voulez la libération de Christophe Glaise, vous ne l'obtiendrez que si vous parlez avec les mots du respect à l'Algérie, comme les Allemands ont fait pour Boualem Sansal. Les Allemands ont donné une leçon de diplomatie. Allons sur ce terrain-là. Et derrière, il faudra certainement avoir aussi des contreparties à l'Algérie sur ce dossier-là, comme sur d'autres dossiers. Donc, rien, je dirais, n'est inéluctable. Mais il faut, à un moment donné, faire taire les voix de l'ingérence pour mettre la diplomatie du respect donc, au devant de la scène. Il semblerait, Karim Zeribi, que la France n'a pas su peut-être retenir cette leçon de diplomatie qui a été donnée par l'Allemagne suite à la libération de Boualem Sansal. Passons à présent au troisième sujet pour parler de cette conférence internationale concernant la criminalisation du colonialisme en Afrique qui s'est tenue récemment ou au cours de cette semaine à Alger. Karim, l'Afrique et l'Algérie en particulier viennent de lancer donc un signal fort, celui de créer une justice historique, reconnaître les crimes coloniaux et porter la question des réparations. Pouvez-vous peut-être nous rappeler l'importance de cet événement et pourquoi, selon vous, ce rendez-vous était-il indispensable pour 2025 ? Il est fondamental, ce rendez-vous. Et il est très symbolique qu'il se déroule en Algérie. Vous savez, sur 54 pays du continent africain, 52 ont subi la colonisation. Entre le 15e et le 20e siècle, l'Europe, l'Occident en particulier, a colonisé de manière ignoble, a commis des actes, je dirais, graves. Des actes qui ont causé des pertes de vie humaines, mais qui ont dévasté aussi des territoires, qui ont voulu bafouer des cultures, des identités. L'esclavage. Donc l'esclavage et la traite négrière au XVe siècle, vous avez raison de le signaler. Et puis, bon an, mal an, je dirais, cette histoire, elle n'a pas été reconnue. Elle n'a pas été reconnue comme il se devait. Et donc, ce moment, entraîné et emmené par l'Algérie, était destiné, je dirais, à dire que l'histoire, encore une fois, doit être regardée en face. L'idée n'est pas, je dirais, de faire état de repentance. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Et l'Algérie, par la voix du président Tebboune, qui le dit et le répète, il n'attend pas de repentance de la part de la France. Si on prend le cas de la France et de l'Algérie, il attend de la reconnaissance. Reconnaissance pleine et entière. Pourquoi est-ce si difficile pour la France de reconnaître cette page coloniale ignoble, qui est nourrie par des historiens français, pas algériens, par des voix françaises, dignes, fortes, qui expliquent de 1830 à 62, à la fin de la guerre d'Algérie, ce que la France a fait.
Ce que la France a commis, je dirais comme acte ignoble, le génocide dès son arrivée sur le sol algérien, 1830-1870, donc 3 millions d'Algériens, 2 millions d'Algériens 40 ans après, 1 million d'Algériens qui disparaît, donc ce million d'Algériens a été génocidé, des terres qui ont été dévastées, des villages violés, des enfumades commises, qui ont inspiré les nazis, c'est les historiens qui le disent, c'est pas Karim Zeribi. Les nazis se sont inspirés, je dirais, de la conquête coloniale dans leurs propres pratiques. Et vous voudriez que tout ça ne soit pas dit. En ne le disant pas, on ne sert pas, je dirais, l'histoire avec un grand H. En ne le disant pas, on ne sert pas les jeunes générations qui arrivent et qui doivent connaître l'histoire, sans les accuser, sans accuser les Français d'aujourd'hui de ce que les Français d'hier ont commis, sans accuser ce que les Occidentaux d'hier ont commis en Afrique. Et on sait très bien que les Français, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, principalement le Portugal, ont été des pays de colonisation avec une emprise coloniale sur le continent africain. Que s'est-il passé? Est-ce qu'on a eu un discours de vérité? La réponse est non. Et on a poursuivi, après, je dirais, la décolonisation, la tentative et la tentation d'une colonisation économique et culturelle. On a continué, en ne tirant aucune leçon de l'histoire, l'oppression des peuples, le refus de l'autodétermination totale et globale. L'Algérie a été une boussole et un aiguillon en la matière pour les pays africains. Parce que l'Algérie a complètement, je dirais, est complètement sortie de la colonisation, et pas simplement politique. Elle n'a pas obtenu son indépendance politique en 1962 en laissant la France diriger ses affaires économiques ensuite et profiter de ses richesses. Non, l'Algérie a exploité ses richesses, son sol, son sous-sol. L'Algérie a fait en sorte de former sa jeunesse. L'Algérie a développé sa dimension culturelle en reconnaissant, je dirais, la dimension culturelle globale de l'Algérie, avec toutes les régions algériennes qui font la force de l'Algérie par la diversité de nos régions. Et on voit aujourd'hui que l'Algérie est une nation unie, indivisible, indépendante et souveraine. Ce qui n'est pas le cas, on doit le dire, à la fois avec beaucoup de tristesse et d'objectivité, de tous les pays du continent africain. Parce que certains sont encore sous le joug, je dirais, d'une forme de néocolonisation économique. Alors, ça tend à changer, parce que je sens, moi, en étant un observateur géopolitique, qu'il y a aujourd'hui une dynamique africaine pour commercer ensemble, pour créer une zone de libre-échange, pour faire en sorte que les richesses africaines ne soient plus exploitées et pillées et restent en Afrique. par les forces occidentales, que les matières premières soient transformées en Afrique pour créer de l'emploi, pour créer des perspectives d'avenir pour la jeunesse africaine. Il y a effectivement cette volonté. Il y a une nouvelle génération de dirigeants africains qui arrivent aux responsabilités. Et puis il y a une maturité des peuples qui veut sortir de ce joug un peu néocolonial qui a perduré et trop perduré. Donc oui, je crois que cette rencontre à Alger était déterminante pour dire qu'il faut reconnaître l'histoire, qu'il faut un discours de vérité, et reconnaître l'histoire. Vous savez, encore une fois, ça n'est pas affaiblir les anciens pays colonisateurs. C'est simplement leur rappeler qu'ils ont des pages sombres. Et que ces pages sombres, ils doivent les reconnaître. Et que si on ne les reconnaît pas, on ne peut pas entrevoir l'avenir. C'est pas possible. Vous dites affaiblir certaines anciennes colonisations en Afrique. On va revenir à la colonisation française ici en Algérie. Alors, à votre avis, ça révèle quoi le malaise français à chaque fois qu'on parle de reconnaissance? Ça fait mal. Même le président français, à sa première campagne et avant d'être élu à son premier mandat, avait dit qu'il y avait des crimes contre l'humanité ici en Algérie. Il a tout de suite été repris. Il a rétropédalé. Qu'est-ce qui dérange la France ? Vous savez, il y a deux sujets qui reviennent souvent en France dans la relation entre la France et l'Algérie quand on regarde effectivement la relation historique. Le premier, c'est arrêter, on n'a pas à faire état de repentance. Je l'ai dit, l'Algérie, les Algériens, le président algérien n'attend pas de la repentance. Ils attendent de la reconnaissance. Il a été clair là-dessus. Donc, il faut qu'ils arrêtent de nous amener sur ce terrain-là. Parce que là aussi, ils nous instrumentalisent. En évoquant le sujet de la repentance, ils veulent éviter la reconnaissance. Vous n'éviterez pas la reconnaissance. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, une génération le fera demain. Parce qu'il faut cette reconnaissance. Cette reconnaissance,
C'est une reconnaissance de la vérité. Ni plus ni moins. Les Algériens ne demandent pas plus. Et je vais vous dire, sur la question de la réparation, et notamment de la réparation financière, moi j'écoute ce que le président Tebboune a dit dans une émission de télévision récente. Il a dit l'Algérie n'attend pas, je dirais, de réparation financière. Parce que l'Algérie ne quémande pas. L'Algérie ne fait pas d'aumône à ce niveau-là. Elle n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin. L'Algérie, je dirais, a suffisamment de moyens pour développer son économie, son tissu social, donc son pays, avec des perspectives. C'est une puissance émergente. Elle aide les pays africains à effacer la dette d'un certain nombre de pays africains. Elle forme des étudiants venant d'Afrique subsaharienne. L'Algérie se pose en leader du continent africain, mais pas un leader qui baisse la tête, pas un leader qui quémande, pas un leader qui fait l'aumône. Donc ça ne fait pas partie des caractéristiques algériennes et ça ne doit pas faire partie des caractéristiques africaines. Mais il s'avère que la réparation, c'est aussi une question de reconnaissance. Et quand le deuxième argument qui est posé par les Français qui ont du mal à reconnaître l'histoire, c'est arrêtez de regarder dans le rétroviseur. Donc il faut avancer. Il faut écrire une nouvelle page de l'histoire entre nos deux pays. Mais à cela, je leur dis, mais bien sûr qu'il faut l'écrire. Mais pour écrire une nouvelle page, il faut lire la précédente. Si vous n'acceptez pas de lire la précédente, vous ne pouvez pas écrire la nouvelle page. Elle n'a pas de cohérence. Il faut tourner on tourne une page quand on a lu la page précédente. Et pour la lire, il faut la reconnaître. Si on la reconnaît, à l'évidence, il faut passer je dirais à l'étape d'après et se projeter. Mais quand vous avez cette difficulté à voir des politiques français, et de tous bords, là il n'y a pas que la droite extrême et l'extrême droite, même des gens qui se prétendent de gauche ont du mal à reconnaître l'histoire. Il y a heureusement en France des voix intellectuelles, des historiens, des journalistes qu'on avait vu et entendu Jean-Michel Apathy qui avait rappelé dans une expression médiatique ce qu'avait été la colonisation française. Ils étaient tous scotchés. Mais pourquoi ils étaient scotchés ? Parce qu'on ne nous apprend pas ça au sein de l'éducation nationale. Dans les livres d'histoire français, je dirais, il y a des éléments manquants. Il y a des impasses. On ose même parler de bienfaits de la colonisation, ce qui est inadmissible. Ils ont essayé en 2005 de porter un projet de loi sur les bienfaits de la colonisation. C'était Jacques Chirac à l'époque. Certains l'avaient fait parce qu'ils voulaient mettre à mal le traité d'amitié qui avait été signé entre la France et l'Algérie en 2004, je vous le rappelle. Jacques Chirac était, je dirais, partant pour reconnaître un certain nombre de choses, pour avoir une relation apaisée, il faut dire les choses. Et en 2005, une partie de sa majorité, nostalgique de l'Algérie française, descendant pour certains de l'OAS, ont voulu porter une loi sur les bienfaits de la colonisation. Bien heureusement, elle n'est pas passée. Ça aurait été, je dirais, la loi de la honte. Et à l'évidence, on doit reconnaître l'histoire, avoir ce devoir de vérité et se projeter dans l'avenir. Mais comment amener ces pays colonisateurs à reconnaître peut-être leurs crimes coloniaux et à regarder leur passé en face ? Parce que certains ne veulent pas, encore une fois, reconnaître que leurs aïeux, leurs ancêtres, on parlait de régime politique tout à l'heure, le régime politique colonial, il n'était pas du tout républicain, il n'était pas en adéquation avec la République. La République, moi, quand je lis la Constitution française, c'est l'égalité des citoyens, c'est le refus des discriminations. Quand je lis la loi de 1905, les principes de laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est la liberté de culte. La loi de 1905, l'Algérie, elle était française. Pourquoi elle n'a pas été appliquée pour les Algériens musulmans ? Pourquoi ils étaient toujours considérés comme des indigènes ? Pourquoi lors du décret Crémieux 1870, qui accordait la citoyenneté française aux Juifs, pourquoi on n'a pas accepté la citoyenneté, l'émancipation des Algériens ? Mais parce qu'on n'était pas dans un régime républicain. On n'était pas, je dirais, tenu par des principes de laïcité. On était dans un régime ignoble, de soumission, de domination, de bafouement des droits, d'une identité, d'une religion. Et malgré tout ça, rendez-vous compte la force de l'identité algérienne. Malgré ces 132 ans de colonisation qui ont été faits pour gommer, effacer l'Algérie, son histoire, je dirais, en amont de l'arrivée de la France,
et les identités, je dis les identités, parce qu'il y a des identités, donc les Kabyles, les Chaouis, les Sahraouis, les gens de l'Ouest, c'est la diversité de ce pays, cette puissance. Ils ont gardé tous leur culture, leur dialecte, leur artisanat, donc ça n'a pas été détruit. Force est de dire qu'il y a une puissance dans cette histoire millénaire algérienne. Quand certains veulent nous faire croire que l'Algérie a été créée en 1962 après l'indépendance, mais que nenni! Je veux dire, vous avez un pays qui est millénaire par son histoire, son étendue, son rayonnement, sa richesse architecturale, historique, linguistique, artisanale. Donc, ça dérange, ça. Mais ça a résisté. Ça dérange et ça dérangera encore et encore. Ça a résisté à 132 ans de colonisation. C'est vous dire la puissance de cet enracinement culturel. On arrive à la fin de cette troisième thématique. Karim Zeribi, c'est toujours passionnant de vous écouter. 3 thèmes cette semaine, c'est terminé. On se retrouvera la semaine prochaine, mais il reste, comme chaque semaine, le fait marquant de la semaine. Donc, Riyad, comme tu l'as bien souligné, on va parler du fait marquant. Cette fois, ça sera l'ouverture de la BEA, la Banque extérieure algérienne, qui s'est installée en France. Donc, Karim Zeribi, l'ouverture de la Banque extérieure d'Algérie en France offre aujourd'hui aux Algériens de la diaspora des services sécurisés et des transferts facilités. Que symbolise cette initiative pour la diaspora et notamment pour l'Algérie? C'est un moment très important. Très important, je suis heureux que vous l'ayez retenu comme un fait marquant. Je vous en remercie, au nom de la diaspora, donc algérienne, basée en Europe notamment, mais pas que dans le monde. La Banque extérieure d'Algérie a obtenu son agrément Banque de France, son agrément Banque centrale européenne. Vous savez, pour l'obtenir, il faut passer par des étapes. Ça n'est pas facile. Donc, et elle a réussi à franchir, je dirais, tous les paliers qui s'imposaient. Aujourd'hui, la BEA International Bank est installée à Paris, avec 3 agences. Une à Paris, 17e arrondissement, pour la diaspora qui nous écoute, une à Saint-Denis, banlieue parisienne, forte communauté, et une à Marseille, avenue du Prado, je le dis aux Marseillais, donc, pour pouvoir ouvrir un compte, obtenir une carte bleue, faire des transactions, des virements, transférer l'argent en Algérie si vous voulez acheter un appartement, monter une entreprise. Et cet outil bancaire est fondamental pour une diaspora comme la nôtre. Une diaspora qui a de plus en plus envie d'investir en Algérie, d'entreprendre en Algérie. Et derrière donc cette implantation, on a une équipe que nous sommes allés rencontrer, nous membres de la diaspora, le 20 novembre dernier lors de l'inauguration, avec un directeur général, Lamine Lebou, que je salue, qui a une équipe remarquable autour de lui. Et ils font état d'une proximité, d'une ouverture, d'une disponibilité avec la diaspora qui nous fait plaisir, dont nous avions besoin. Parce que là aussi, c'est vrai, on n'est pas toujours bien accueillis par les banques françaises. On n'est pas toujours bien accueillis lorsqu'on a un projet. Lorsqu'on s'appelle Naïma, Farid, avec beaucoup de suspicions, même si vous avez les reins solides, même si votre projet est sérieux, on doute. On regarde un peu avec, je dirais, condescendance. Ça s'appelle la discrimination. Quand vous allez ouvrir un compte à la BEA, quand vous allez solliciter auprès d'un porteur de, je dirais, de projet de la BEA, vous allez être accueilli comme il se doit. Pour votre projet, pour la qualité de votre projet. Et pas pour ce que vous représentez de manière, je dirais, réelle ou supposée. Il n'y aura pas de préjugés. Donc il y a une nécessité aujourd'hui pour l'Algérie à se développer au-delà de ses frontières. La BEA International Bank, c'est une banque de droit français à capitaux algériens. Donc c'est très important. C'est très important parce que, encore une fois, ça va respecter les règles, je dirais, qui s'imposent à toute banque, mais ça va accueillir la diaspora dans les meilleures conditions. Nous avons besoin d'avoir ces institutions algériennes qui puissent s'installer en France pour nous représenter, pour nous accueillir, pour nous permettre de porter des projets. Et renforcer le lien avec le pays. Renforcer le lien avec le pays. Et renforcer le lien aussi, au-delà de toute approche politique ou politicienne, entre la France et l'Algérie. C'est très important aussi. Parce que ça montre une image moderne de l'Algérie.
La BEA International Bank est installée dans une adresse parisienne qui fait plaisir, donc, avec une représentation digne. Et tout ça, c'est l'image de l'Algérie à l'international. Je suis très heureux parce qu'on a un président de la République algérienne, le président Tebboune, qui a cette vision moderne, cette vision ouverte. Donc, il ne vit pas l'Algérie telle une nation recroquevillée sur elle-même. Il la vit forte de l'intérieur, mais rayonnante à l'extérieur. Ouverte vers l'extérieur. C'est ça, l'avenir de l'Algérie. Merci beaucoup, Karim Zeribi. On aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci Karim Zeribi pour vos analyses et vos décryptages toujours éclairants. Merci Riyad, à la semaine prochaine. Merci à vous. Merci Riyad et on remercie également nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain à 21h. Excellente soirée.